Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne ces 2 derniers mois. Ça a été pour moi un immense changement parce qu'en janvier encore, j'avais 28 abonnés. Donc bravo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et pour fêter ce changement de dimension, on va dire, j'ai décidé de vous donner la parole. Donc je vous ai proposé de me poser quelques questions. J'ai vu que beaucoup d'entre vous étaient intéressés par le thème de l'installation en Russie. Je dois dire que ça a été ma grande surprise en lisant tous vos commentaires, c'est de voir à quel point vous étiez intéressés par la Russie en tant que pays d'accueil potentiel ou rêvé. Bien sûr, tout le monde n'a pas la possibilité de réaliser ce rêve, mais en tout cas pour ceux d'entre vous qui planifient réellement une installation dans ce pays, peut-être que les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo vous seront utiles. En tout cas, je l'espère. Alors, je l'ai dit dans ma vidéo d'introduction, cette chaîne n'a pas vocation à devenir une chaîne qui vous aide à vous installer en Russie. Il y en a plein d'autres qui sont dédiées à ça. Tout ce que je peux vous donner, c'est quelques conseils basés sur mon expérience, mais bien sûr, ça va pas devenir le contenu exclusif de cette chaîne. Néanmoins, voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire à cette vidéo, et puis éventuellement, je referai une vidéo pour y répondre si je vois que il y a d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu. Voilà. Alors, je commence tout de suite par la première question. Qui portait sur les procédures administratives. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'installer en Russie? Alors, tout dépend de votre situation professionnelle, personnelle, de votre pays d'origine. Bien sûr, la plupart de mes auditeurs sont français, donc c'est un cas de figure. Après, si vous venez, que ce soit d'Afrique ou d'un autre pays, les conditions peuvent être différentes et bien sûr, il faut vous renseigner au cas par cas. Pour ce qui est des Français, il y a depuis quelque temps un visa idéologique qui a été mis en place, donc ça c'est un moyen d'entrer en Russie. Bien sûr, si vous avez un membre de votre famille qui est russe, comme moi, en l'occurrence mon mari, les conditions sont différentes. Alors les procédures sont assez différentes selon les cas de figure, mais en tout cas ce que vous avez en commun, c'est que vous avez un système à 3 échelons. D'abord, il y a ce qu'on appelle le permis de séjour temporaire, donc en russe RVP, Разрешение на временное проживание. C'est un permis qui est valable 3 ans. Il faut savoir que ce qui est important, c'est le lieu où vous faites la demande, dans quelle région vous êtes enregistré. Quand vous cherchez un appartement, c'est quelque chose auquel il faut bien faire attention parce que vous allez devoir enregistrer votre visa à une certaine adresse. Donc, si vous louez un appartement, il faut que vous fassiez la demande auprès du propriétaire qui vous enregistre. Et il faut savoir que pas tous les propriétaires sont prêts à enregistrer des étrangers, en particulier si il s'agit d'un enregistrement de longue durée. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, parce que vous allez pouvoir travailler que dans la région où vous avez fait votre demande. Par exemple, si vous voulez travailler à Moscou, il faut bien que vous soyez enregistré à Moscou et que vous fassiez la demande de permis à Moscou, parce que si vous vivez par exemple dans la région de Moscou, comme c'est mon cas, vous ne pouvez pas travailler à Moscou. Voilà, c'est quelque chose auquel il faut penser. Après, une fois que vous avez vécu au moins 8 mois sur ce permis de séjour temporaire, vous pouvez faire une demande de permis de séjour de 5 ans, qui s'appelle en russe Vид на жительство, VNG. Celui-là, il est déjà, c'est un permis où il y a déjà plus ce genre de restrictions, donc là vous pouvez travailler dans toute la Russie. Et après, au bout d'un moment, alors tout dépend de votre situation. Est-ce que vous avez des enfants qui ont la nationalité russe ou pas? Il y a, au bout de, je pense, 5 ans, pour ceux qui ont une situation lambda, on va dire, vous pouvez faire la demande de la nationalité. Voilà, donc ça c'est le système à trois échelons, on va dire.
Maintenant, après, je rentre pas dans les détails pour ce qui est de la demande, c'est très individuel, c'est assez long. Moi, personnellement, j'en suis encore au premier échelon, le RVP, et je suis en train de faire ma demande de VNG, le permis de séjour de longue durée. Quelqu'un m'a demandé s'il y avait des contrôles effectués une fois que vous aviez obtenu le permis de séjour. Alors effectivement, il faut attester de ses revenus chaque année. Donc ça, c'est pas très compliqué si vous avez un travail salarié. Vous pouvez simplement fournir la déclaration d'impôt à la source que vous obtenez de votre employeur, donc ça n'a pas de problème. Par contre, si vous avez une situation différente, si vous avez, par exemple, dans mon cas, moi, je n'ai pas de travail salarié actuellement, je vis de mes économies, donc je suis obligée de déclarer une somme minimum aux impôts, donc de payer des impôts sur l'équivalent d'un salaire minimum. Alors, c'est à peu près d'autour de 200-250 € par mois de revenus à déclarer. Quelqu'un m'a demandé comment s'installer à la campagne, comment acheter une maison. Alors, pour acheter une maison, moi en tout cas, j'ai acheté en 2021, c'était assez simple, il n'y avait pas de restrictions à l'époque. Je suis pas sûre exactement de quelle est la situation actuellement, parce que j'avais entendu dire qu'en 2022, il y avait eu des restrictions qui avaient été mises en place pour les étrangers, pour l'acquisition de biens immobiliers. Mais depuis, j'ai rencontré des Français qui avaient réussi à acheter, donc voilà, je pense que c'est possible. Et puis bien sûr, on espère que s'il y a des restrictions en place, qu'elles vont être levées prochainement. En tout cas, moi, quand j'ai acheté, j'ai trouvé ma maison sur l'équivalent du Bon Coin, donc c'est un site qui s'appelle Avito, je vais en parler encore. Bien sûr, il y a des agences immobilières aussi, donc voilà, selon ce que vous cherchez, vous pouvez passer ou non par une agence. En tout cas, une fois que j'ai trouvé la maison, je suis simplement passée chez le notaire. Il faut être sûr que le terrain sur lequel vous achetez la maison est bien enregistré auprès du cadastre, parce que j'ai constaté qu'il y a pas mal, en tout cas dans notre ville, c'est le cas, il y a pas mal de maisons qui sont construites sur des terrains qui sont pas enregistrés auprès du cadastre. Et donc si on vous vend une maison comme ça, c'est un problème, parce que vous n'êtes pas officiellement propriétaire du terrain sur lequel vous vivez. Même si ça peut être des gens qui vivent depuis des générations sur ce terrain, ils n'ont jamais fait enregistrer leurs droits. Donc ça, voilà, vérifiez bien que tout est en règle afin de ne pas avoir de problème. Après, pour le paiement, à l'époque où j'ai acheté, il fallait que le paiement soit fait directement depuis la France vers le compte en banque de la personne, et auprès de ma banque, bien sûr. Déjà à l'époque, il y avait des sanctions, donc il a fallu que j'envoie l'acte notarié avec une traduction certifiée conforme. Mais bon, après ça, vous aurez l'habitude, une fois que vous serez en Russie, qu'il faut sans arrêt des traductions certifiées conformes pour tout. Ici, heureusement, elles coûtent pas très cher, moins cher qu'en France, donc voilà. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi, en tout cas. On m'a demandé aussi quelles étaient les spécialités professionnelles qui sont les plus demandées en Russie pour s'installer, quelles compétences professionnelles on peut avoir besoin. Alors, tout dépend de différentes choses. D'abord, est-ce que vous parlez la langue russe suffisamment couramment pour travailler dans cette langue ? Si c'est pas le cas, bien sûr, il vaut mieux travailler dans une entreprise où il y a beaucoup d'expatriés. Donc, à Moscou, si vous êtes un spécialiste dans un domaine qui est en demande, voilà, vous pouvez travailler dans des entreprises où les employés parlent anglais, où il n'y a pas besoin de connaître la langue russe. Si vous parlez la langue russe, alors là, bien sûr, il y a un champ de professions possibles qui s'ouvre à vous, qui est beaucoup plus large. Comme dans beaucoup de pays, c'est un peu les spécialistes les plus qualifiés qui sont le plus en demande. Donc ça va être principalement les ingénieurs, les informaticiens aussi, parce que
Depuis 2022, il y a eu quand même un exode de pas mal d'informaticiens et de professions qualifiées qui sont partis à l'étranger, donc ça fait des postes à pourvoir. Les professions médicales, bien sûr, ça c'est dans tous les pays sont en grande demande. Après, pour ce qui est des professions moins qualifiées, bien sûr, dans le domaine que ce soit agricole ou industriel, il y a besoin d'ouvriers. Et puis, si vous voulez enseigner aussi, par exemple, si vous n'avez pas une grande connaissance de la langue russe, vous pouvez aussi enseigner, par exemple, le français ou l'anglais. Alors l'anglais particulièrement, c'est très facile de trouver du travail à enseigner l'anglais. Donc voilà, c'est différentes choses, voilà, qui sont possibles. Après, il faut savoir qu'en Russie, il y a beaucoup moins de chômage qu'en France, donc de toute façon, c'est quand même plus simple de trouver du travail une fois que vous avez vos papiers qui sont en règle. Bon, il y a aussi beaucoup de travail au noir, mais comme je vous ai dit, si vous devez attester de vos revenus, vous avez intérêt bien sûr à trouver un travail qui sera déclaré. Et je vous recommande bien sûr de respecter la législation russe dans tous les domaines parce que vous pouvez avoir de sérieux problèmes si vous ne le faites pas. Donc, même si les Russes, eux, ont beaucoup tendance à contourner la législation, c'est pas ce que je vous recommande, bien entendu. Et enfin, la dernière question qu'on m'a posée, c'était par rapport au vide-grenier et l'achat d'affaires d'occasion, de meubles, etc. Alors, c'est quelque chose qui est un peu moins, pour les vêtements en tout cas, c'est beaucoup moins développé que chez nous, je dirais. Dans mon expérience, alors bon, bien sûr à Moscou, c'est comme pour tout. À Moscou, on trouve un peu tout ce qu'on peut trouver en Europe. Mais plus on s'éloigne de la capitale, plus les choses sont différentes. Donc, par exemple, dans ma ville, qui est une petite ville, il y a quelques magasins avec des vêtements de seconde main. Mais ce que j'ai vu, c'est que c'était plutôt de la mauvaise qualité. C'est plutôt les gens qui ont très peu de revenus qui vont aller acheter des vêtements de deuxième main. Donc, j'étais assez déçue parce que j'avais l'habitude en Europe de trouver des choses très correctes, même à Emmaüs, par exemple. Et là, non, c'était pas terrible. Par contre, pour ce qui est des vêtements pour enfants, on peut facilement trouver des vêtements de deuxième main. Bon, moi, j'ai un bébé, par exemple. Ça se fait de manière plus informelle, par exemple, avec les chats de maman dont j'ai parlé dans une vidéo. Voilà, c'est facile de trouver beaucoup de vêtements d'occasion pour les enfants de cette manière-là. Après, il faut déjà connaître un peu le lieu où on habite, faire connaissance avec des gens pour avoir accès à ces réseaux. Et pour ce qui est de tout le reste, voilà, les meubles, les affaires d'occasion, le meilleur endroit pour en trouver, c'est le site Avito, donc qui est l'équivalent de notre Bon Coin français, ou dans d'autres pays, il va y avoir d'autres choses. C'est un site où on trouve vraiment absolument tout et n'importe quoi, à des bons prix. Et ce qui est pratique, c'est qu'il y a même un système de livraison. Donc, par exemple, si vous trouvez quelque chose dans une autre ville, vous n'avez pas besoin de vous déplacer sur place. Si c'est quelque chose qui peut être transporté, vous pouvez le commander par le biais du système de livraison d'Avito. C'est soit gratuit, soit très peu cher. Donc, voilà, c'est assez pratique pour ça. Et voilà, on peut facilement acheter des choses d'occasion de cette manière-là. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez de nouvelles questions sur le sujet, à les poser dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo s'il y a suffisamment d'intérêt. Merci et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.